Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la première session ordinaire au titre de l'année 2019. Une session dite de loi qui durera 90 jours. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Après près d'un trimestre de repos bien mérité, les élus nationaux se retrouvent par la présente cérémonie pour l'entame de la session dite des lois au titre de l'année 2019. Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques du pays et des représentants du corps diplomatique, au cours de laquelle le président de l'institution a livré une importante allocution. Il s'est longuement appesanti sur la situation sociopolitique, économique et sécuritaire ayant marqué les vacances parlementaires dernières avant de souligner à l'assistance la tâche qui leur incombe durant cette session. Notre ordre du jour est assez simple. Nous commencerons d'abord par ratifier toutes les ordonnances que le gouvernement a prises dans le cadre de la loi d'habilitation avant de poursuivre avec l'examen des autres projets de loi. Il s'agit notamment de la charte des partis politiques, résultant d'un consensus de la classe politique. La session sera donc chargée. Cela nous amène à nous interroger sur le devenir de tous ces textes que nous votons. Nous nous demandons notamment si les décrets sont pris pour mettre en vigueur toutes les lois régulièrement adoptées et si, à l'usage, certains textes ne sont pas source de problèmes. Il me semble qu'il s'agit là d'interrogations légitimes. Car en dépit de la séparation des pouvoirs, il est normal que le législateur puisse s'assurer de l'efficacité du résultat de son travail afin, le cas échéant, de se remettre en question. Au président de l'Assemblée nationale de poursuivre son intervention en interpellant les élus nationaux à un travail de qualité au cours de cette session. Je sais que vous nous êtes revenus animés de la résolution qu'il faut pour que cette session qui s'ouvre dans ce contexte si particulier fasse avancer la cause de la démocratie à travers le bon exemple du travail soigné et efficace que vous abattriez en commission comme en plénière à travers la courtoisie républicaine dont chacun fera montre vis-à-vis de son collègue et de l'ensemble de nos partenaires du gouvernement. Ainsi, 90 jours durant, la représentation sera amenée à se pencher sur le corpus législatif en vue de son amélioration pour le bien-être des populations nigériennes. En marge de l'ouverture de cette session, les députés nationaux élus sous la bannière du MPN Kishinkasa nous a accordé une interview pour évoquer les raisons de son départ de toutes les instances du parti. Abdraman Oumarou nous éclaire davantage sur certaines allégations faites à son encontre. On l'écoute. J'ai réfléchi longuement. J'ai dit, il y a un climat de méfiance qui est là. Il y a un manque de confiance qui est en train de s'installer. La meilleure manière de faciliter le travail pour eux, c'est de se retirer de toutes les instances du parti et les laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est ce qu'ils nous montrent en fait. Et c'est pour cela, dans la correspondance, j'ai décidé de quitter toutes les instances du parti. Néanmoins, j'ai écrit noir sur blanc que je demeure MPN Kishinkasa, militant du mouvement patriotique nigérien. Je suis très réseaux sociaux. J'ai vu des gens de mon parti. C'est ce qui me choque le plus. Ceux donc pour qui j'étais même une idole, dont je suis même une idole, essayent d'écrire que ma décision, c'est pas je voudrais aller à la mangeoire. Ça me fait tellement rire. Mais qui était à la mangeoire à l'époque? Quand eux, ils étaient à la mangeoire, là, moi j'étais où? Vous êtes des journalistes, vous connaissez la ligne de tout le monde. Qui s'est aligné derrière qui? Quand eux, ils étaient à la mangeoire, là, quand ils nous avaient demandé de voter la loi de finances 2018, est-ce que je l'ai voté? Eux, ils étaient où en ce moment? Ils étaient à la mangeoire, non? Ok. Deuxièmement, posez-vous une question. Le jour où notre parti devrait quitter la majorité, vous vous rappelez qui a lu la déclaration? C'est pas Abder? Il n'était pas vice-président. Il n'était même pas. C'était la première fois qu'on m'installait sur la table de séance. Et vous savez pourquoi j'ai lu la déclaration? Pourquoi on m'a fait lire la déclaration? Parce que j'étais le visage le plus vendable, le plus crédible en ce moment-là, qui pouvait faciliter
l'atterrissage de mon parti au niveau de l'opposition. C'est ces gens-là qui vont parler de mangeoire. Et puis mangeoire, quand on dit mangeoire, c'est parce qu'on a connu c'est quoi la mangeoire. Moi, je ne suis pas dans ça. Dieu merci, on se connaît. Ils peuvent envoyer des gens pour le dire, mais ils ne peuvent pas s'asseoir en face de moi et me regarder dans les yeux pour parler de mangeoire. Parce que si il existait une machine à mesurer l'intégrité, le sérieux, le patriotisme, je pense qu'on serait qui est qui. Vous retrouverez en fin du journal l'intégralité de l'interview du député Abdraman Oumarou sur sa démission des instances dirigeantes du MPN Kishinkasa. Autre aspect de cette édition, rien ne marche dans les secteurs sociaux de base comme la santé et l'éducation. Dans tous ces secteurs, des grèves sont en cours pour exiger l'amélioration des conditions de vie et de travail. Cependant, face à ces revendications, le gouvernement n'a pas de solution proprement dite. Le dossier est signé Hassan Saleh Mustafa. Vraisemblablement, rien ne va plus entre le gouvernement et certains de ses partenaires, comme on peut le constater avec les mouvements de grève qui se succèdent sans solution. Actuellement, 3 sont en cours dans 3 secteurs différents, comme la santé paralysée par des séries de grèves. En effet, les agents de santé sont dans leur 3e semaine de grève à l'appel des syndicats qui condamnent le non-respect du partenariat et exigent des autorités le paiement de tous les arriérés de bourses et incidences financières liées aux avancements et reclassements des agents. Le recrutement massif des agents de santé et de l'action sociale, toutes catégories confondues. La mise en solde des cadres et auxiliaires de la santé immatriculés qui travaillent depuis 3 ans sans salaire. Donc nous nous sommes dit, cette fois, il faut que les gens, en tout cas, comprennent ce problème. Il faut que les gens prennent ce problème à bras le corps. Il faut qu'on résolve effectivement ces problèmes-là. Et c'est ça qu'on est en train de demander, c'est ça qu'on est en train de faire. Et on pense que effectivement, on a en face de nous, en principe, des gens qui doivent nous appeler pour vraiment s'entendre et puis en tout cas mettre fin à toutes ces situations-là. De son côté, le ministre de la Santé publique, qui s'est dit ouvert au dialogue avec les syndicats, reste ferme. Le gouvernement ne peut pas prendre des engagements qu'il ne peut pas honorer. Dans les négociations entre les partenaires, il faut être franc. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait? Nous leur avons dit, voilà ce qui peut être fait. Dans l'immédiat, voilà ce qu'on peut faire à moyen terme. Et voilà ce qu'on peut faire à long terme. Et c'est des revendications qui sont légitimes. Les syndicats sont dans leur rôle, mais aussi le gouvernement, il fait ce qu'il peut faire. Un autre secteur en ébullition, c'est celui de l'enseignement supérieur où les activités académiques sont oveuses depuis plus d'1 mois. Les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur et le ministère en charge de l'enseignement supérieur ne regardent pas dans la même direction. Les enseignants-chercheurs demandent au gouvernement la poursuite du processus électoral à l'université Ndoukou de Maradi, le retrait du projet de loi portant modification de l'ordonnance portant régime des établissements publics à caractère scientifique ou encore le règlement des arriérés de droits statutaires dans les universités publiques. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs demande à tous ces militants et à tous ces militants de considérer que le semestre impair S1, S3, S5 comme réalisé. De surseoir à tout rattrapage de cours, examen, TD, TP, délibération, soutenance, encadrement. Étant donné que des retenues sur salaire ont déjà été opérées pour faire de grève. Ainsi, depuis le déclenchement de cette nouvelle crise dans les universités publiques, le gouvernement est resté muet. Outre les enseignants-chercheurs, ceux du secondaire sont aussi rentrés dans la danse pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la question du non-paiement des pécules à terme échu, également le non-paiement des rappels des traitements pécuniaires pour certains de nos camarades, surtout de Tawa et de Niamey. Depuis 2014, le recrutement sans concours arraché de haute lutte est vraiment menacé parce qu'en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, nous ne voyons même pas à l'horizon la convocation de ce concours. Tout laisse à croire que le Front social est malade au Niger et aucune solution pour le moment. Une situation qui préoccupe la société civile.
Aujourd'hui, même les partenaires, le simple respect des protocoles qu'ils ont eu à signer, le gouvernement n'arrive pas à le respecter parce que c'est du faux protocole que ils savent certainement qu'ils ne vont pas respecter. Et voilà la réalité sur le terrain. L'histoire les rattrape. Aujourd'hui, vous avez vu que l'éducation est complètement à terre. Vous avez vu que la santé, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, quelle que soit ta position, si tu n'as pas un copec, dis-toi bien ça, tu ne seras pas soigné à l'hôpital. L'un de l'autre, un terrain d'entente doit être trouvé. Les syndicats campent sur leurs décisions, leurs préalables doivent être pris en compte. De son côté, le gouvernement reste sourd. La population, principale victime de cette affaire, doit prendre son mal en patience. Visiblement, seul Dieu a la solution pour reprendre les propos du directeur général de la Nigélec face à la persistance des coupures d'électricité. Justement, en cette période de chaleur, on constate qu'il y a trop de coupures d'électricité dans la ville de Niamey. Cette coupure n'est pas sans conséquence sur la santé sur la santé des malades et des vieillards. Le reportage est de Hassan et de Hamza Sakou et Sadoudoumi. Malgré la chaleur qui tenaille, la coupure d'électricité vient s'ajouter au calvaire de la population de Niamey. Cette coupure intempestive du courant cause d'énormes préjudices compte tenu des dégâts matériels. Vous avez vu que avec vous, il y a le frigo, il y a la télévision, il y a le décodeur. Et heureusement que même l'ampoule a cramé, sinon le plafond allait prendre feu. Et que c'est dans ce sens que je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, sinon ça allait être autre chose. Les coupures intempestives ont causé beaucoup de problèmes. D'abord, ça a commencé avec les ampoules. Toutes les ampoules ont commencé à péter un à un. Tu allumes l'autre, ça pète, ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les 7 ampoules ont pété. Dans la cuisine, dans les chambres à coucher, dans la véranda. On a entendu un autre bruit, la télé est coupée. Donc le courant est devenu une électricité sorcière qui est là dans la cour, mais inutilisable. Tous les chargeurs de portables ont été brûlés, sans exception. La télé, le décodeur. Ces citoyens déplorant ce état de fait ne restent pas sans réaction et comptent aller jusqu'au bout pour être mis dans leurs droits le plus absolu. Aujourd'hui, tous nos quartiers, parce que c'est pas la seule maison, tous nos quartiers ont presque, il y a certains qui ont pris feu assez heureusement que nous, en fait, ça s'est resté sur les dégâts matériels, mais je pense que ça veut dire la latitude de la Nigélec, la responsabilité de la Nigélec, elle est complètement engagé dans ces cas précis. Or, vous savez, ça veut dire que la Nigélec, ça fait des années que les gens sont en train de faire une action, sont en train de porter plainte, mais il n'y a pas d'effet suivi. Il y a certains avocats qui font la gueule du loup, ou du moins ça veut dire qu'ils font l'avocat du diable, que jusqu'ici, ce dossier n'aboutit pas. Mais je pense que ça veut dire qu'il est temps que toute la population s'unisse autour de cette question et qu'on arrive à avoir une solution définitive par rapport à ces dégâts ou à ces désagréments. Je pense que ça veut dire qu'il est temps que soit le gouvernement ou la direction de la Nigélec va trouver une solution, sinon c'est la population qui doit trouver une solution par rapport à ces défaits. Chez mon voisin en face d'ici, son plafond est même brûlé. Si elle était là, j'allais vous montrer, elle travaille à l'Assemblée. Son plafond est même brûlé. Il y a un boutiquier ici, ou bien un étalagiste. Tout est brûlé sur lui. Le coiffeur là-bas, la même chose. Je dirais que dans le quartier, personne n'a eu la peur, on avait de l'électricité inconsommable. En attendant que la Nigélec puisse prendre ses responsabilités pour mettre fin à ce calvaire, il est conseillé de débrancher tous les appareils après chaque coupure d'électricité. Après des semaines de protestation, le peuple algérien a poussé Abdelaziz Bouteflika à rendre sa démission. Une révolte du peuple algérien qui doit faire école selon ce commentaire de Ali Cissé Ibrahim. L'Algérie, un État maghrébin, un pays africain. Son exemple doit être considéré par d'autres peuples africains qui, des décennies durant, vivent les calvaires que leur imposent leurs dirigeants qui refusent obstinément de quitter le pouvoir. De la Guinée-Bissau en passant par le Cameroun, la Djibouti ou le Togo, on se demande qu'attendent les peuples de ces pays pour réclamer radicalement le départ des potentats qui les dirigent. Les Africains ont soif de bonne gouvernance, une gouvernance qui fera la part belle à la vraie démocratie qui aura pour corollaire l'alternance dans la conduite du pouvoir d'État.
Les Africains d'aujourd'hui en ont assez de chefs d'État septuagénaires ou octogénaires, malades de surcroît qui cherchent vaille que vaille à s'accrocher comme des sangsues au pouvoir. Et dans cette quête du changement, le peuple algérien a donné une formidable leçon de démocratie au reste du monde. En effet, des semaines durant, les Algériens sont descendus par milliers dans les rues de leur pays pour exprimer leur ras-le-bol contre 20 ans de gouvernance Bouteflika. Une ténacité du peuple algérien qui prouve que le pouvoir du peuple est grand. Ici, la maxime « le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple » reprend tout son sens. L'exemple algérien doit faire école, particulièrement dans nos jeunes démocraties tropicalisées où les élites dirigeantes ont du mal à faire la distinction entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Les peuples africains qui sont sous le joug de chefs d'État désorientés ont le devoir de se réveiller et dire haut et fort « trop c'est trop ». La démission du président Abdelaziz Bouteflika est un ouf de soulagement pour les Algériens et la sagesse qui a prévalu pour aboutir à cette fin mérite toutes les félicitations. Nous en venons à présent à la partie magazine qui porte sur les relations entre le député Abdraman Oumarou et son parti, le MPN Kishinkasa. Très bonne réception. Quand j'ai déposé ma démission au niveau du bureau politique national et quand je l'ai envoyé dans le groupe des responsables du parti, sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ce problème soit transporté dans la rue, sur la place publique. Mais comme ça a été ainsi, je suis obligé de vous donner ma version des faits, la vraie version, et vous ferez votre opinion. Il y a eu beaucoup de spéculations. Si j'avais vraiment voulu déporter ce problème sur la place publique, vous devrez sans doute savoir que je suis très actif sur les réseaux sociaux et j'aurais dû le faire sur mon compte Twitter ou Facebook qui est très très suivi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me disais que ce n'était pas arrivé au moment où il fallait mettre cela sur le marché, comme ça a été fait. Ce qui s'est passé réellement, je vais vous le dire et je vais vous demander de bien m'écouter et surtout de vous mettre à ma place si je devrais réagir comme je l'ai fait ou pas. Vous devrez savoir qu'il y a eu un congrès de refondation où MPN Kishinkasa et le PNUD Salama de notre papa Akouli Dawel ont fait une fusion. Alors en prélude donc aux préparations de ce congrès, il a été donc dit que le parti MPN Kishinkasa aura un président d'honneur, aura un président et il y aura 3 vice-présidents nationaux et ensuite il y aura les vice-présidents au titre des régions comme ça se fait dans beaucoup de partis politiques. Donc avant le congrès du 29 décembre, la région de Niamey, les coordonnateurs de la région de Niamey, des 5 communes de Niamey, avec le coordonnateur régional de Niamey, en présence du secrétaire général de la coordination de Niamey, qui a fait office de rapporteur de notre réunion, nous nous sommes dit, si Kishinkasa a décidé d'avoir 3 vice-présidents nationaux, il est tout à fait normal et naturel que Niamey puisse avoir une vice-présidence parmi les 3. Et entre nous, nous avons fait l'unanimité pour demander à ce que Niamey bénéficie d'une vice-présidence. Et mes collègues ont demandé quels étaient les gens qui étaient intéressés par ce poste. Personne ne s'est manifesté, j'ai dit que moi ça m'intéressait. C'est un nouveau challenge d'être quand même vice-président du parti. Une correspondance a été donc rédigée et adressée au président du parti. Cette correspondance a été remise
au secrétaire général du parti. Vous devrez savoir, c'est le chef de l'administration du parti, donc il est tout à fait normal que c'est à lui qu'on doit remettre les documents qui concernent le parti. Nous sommes arrivés au congrès. Le jour du congrès, si vous vous rappelez bien, parce que la presse y était, au CCOG, seul le président Ibrahim Yacouba a été élu. Et après son élection, le président du parti a demandé à ceux qu'on lui donne le pouvoir, donc d'étoffer le bureau politique national, de composer lui-même son bureau politique national. Nous étions donc dans cette phase, c'est-à-dire, donc, si vous comprenez bien, notre lettre, on n'a pas fait cas de notre lettre ou d'élection de vice-président ce jour-là. Après le congrès, une dizaine de jours, voire 2 semaines après le congrès, un soir, j'étais dans un restaurant de la place quand le secrétaire général du parti m'a appelé pour me dire, Abder, comme on dit en langue albichirinka, c'est toi qui seras le 3e vice-président du parti. Mais s'il te plaît, garde-le pour toi. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Le même secrétaire général, le SG, il a également appelé le coordinateur de la région de Niamey pour l'informer que le député Abder sera le 3e vice-président du parti et qu'il devrait garder aussi le secret, mais a pris le soin de l'informer qu'il me l'a déjà dit. 2 jours après le coup de fil du secrétaire général du parti, mon président du parti, le président Ibrahim Yacouba, m'appelle pour me dire qu'il voudrait s'entretenir avec moi sur la vie du parti. Je lui ai dit d'accord, président, il n'y a pas de problème, j'y serai. Et je me suis rendu donc au niveau du siège de la cité Caisse. Quand je suis arrivé, il était en compagnie de l'ancien gouverneur de Tillabéri, M. Dandano. Et le président m'a dit qu'il y a un poste qu'il voudrait vraiment que j'occupe pour pouvoir aider le parti et pour pouvoir l'aider lui-même. J'ai dit, président, il s'agit de quel poste? Il me dit secrétaire chargé des relations extérieures. Vu que tu as un carnet d'adresses énorme, vu que tu as plus de relations à l'extérieur que moi. Ce qui est curieux pour un ancien ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, président, il n'y a aucun problème. Partout où vous allez souhaiter que je vous aide, je le ferai avec passion. Mais ma seule inquiétude, c'est qu'il y a une correspondance de la région de Niamey où Niamey demande une vice-présidence et Niamey veut que ça soit moi. Donc, la logique voudrait que je retourne voir mes collègues de la région de Niamey pour leur dire votre souhait, pour leur dire que vous me proposez d'être secrétaire chargé des relations extérieures. Directement, il m'a dit correspondance. Il dit qu'il n'est pas au courant d'une correspondance, qu'il n'a jamais vu de correspondance. J'ai dit, en tout cas, nous avons fait une correspondance. Il m'a dit, vous l'avez envoyé après le congrès? J'ai dit, bien sûr que non, monsieur le président. C'est avant le congrès qu'on envoie une correspondance pour que, justement, nous puissions avoir ce poste lors du congrès. Il m'a dit, à qui avez-vous adressé, à qui avez-vous remis ce courrier? J'ai dit, le courrier est adressé au président du parti et a été remis au chef de l'administration du parti, qui est le secrétaire général. Il appelle directement le secrétaire général devant moi
qui lui confirme effectivement qu'il y a une correspondance. Ils ont discuté au téléphone. Il a fait comme s'il n'était pas au courant de la correspondance. Après avoir raccroché, je n'ai pas pu garder le secret que le SG m'avait demandé, ce qui est tout à fait normal justement, parce que je voyais un scénario digne d'un film. Et j'ai dit, ce que je ne comprends pas, c'est que le secrétaire général en personne m'a appelé pour me dire que je serais le 3e vice-président, mais que je devrais garder cela pour moi. J'ai dit, mais l'un dans l'autre président, il n'y a aucun problème. Je vais retourner voir mes collègues de la région de Niamey pour leur expliquer votre volonté, votre souhait que j'occupe le secrétariat chargé des relations extérieures. Donc je suis retourné voir mes collègues, les coordinateurs de la région de Niamey, commune 1, 2, 3, 4, 5, et le coordinateur régional de Niamey. Comme tout à l'heure encore, je vous disais, avec le secrétaire général de la région de Niamey, qui jouait le rôle de rapporteur. Et je leur ai dit que le président du parti m'a appelé et a souhaité que je sois secrétaire chargé des relations extérieures. Ils m'ont dit, c'est pas normal. Il peut t'utiliser là où il veut, mais c'est que Niamey mérite une vice-présidence. Mais comme c'est notre président, comme nous avons beaucoup de respect pour notre président, nous allons couper la poire en deux. Il fait de toi vice-président chargé des relations extérieures. Tu feras le travail pour lui et Niamey sera aussi satisfait en ayant une vice-présidence. Donc un PV de la réunion a été établi. Nous avons encore envoyé les documents au niveau du bureau politique national. Nous avons attendu plus d'1 mois. Moi, j'étais en Roumanie en mission quand j'ai vu le 21 mars le nouveau bureau politique, la composition du nouveau bureau politique dans nos différents groupes WhatsApp du parti. J'ouvre le groupe. Si votre mémoire est bonne, tout à l'heure, je vous disais que dans les textes, on demandait 3 vice-présidents au début, pendant le congrès. On se rend compte qu'il y a 5 vice-présidents. Je regarde dans les 5 vice-présidents, il n'y a pas le nom de votre serviteur. Mais cela ne m'a pas choqué. J'ai dit, bon, peut-être qu'il ne veut pas nous donner cette vice-présidente. Mais il a prévu cela au niveau des vice-présidents au titre des régions. Je redescends au niveau des vice-présidents au niveau des régions. Grande fut ma surprise, c'est que je vois un nom. Monsieur Seko, qui est de Gamkale, qui est bombardé vice-président du parti. Et tenez-vous bien, il n'est coordinateur dans aucune commune de Niamey. Il n'est pas le coordinateur régional de Niamey. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un et nous sommes tous sous sa coupe juste pour la volonté d'un groupuscule au niveau du bureau politique national. Je vous assure, s'il n'y avait pas mon nom et qu'il y avait le nom d'un des coordinateurs de Niamey, ma réaction n'allait pas être celle que j'ai eu à faire. Donc j'ai réfléchi longuement. J'ai dit, bon, il y a un climat de méfiance qui est là. Il y a un manque de confiance qui est en train de s'installer. La meilleure manière de faciliter le travail pour eux, c'est de se retirer de toutes les instances du parti et les laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est ce qu'ils nous montrent en fait. Et c'est pour cela, dans la correspondance, j'ai décidé de quitter toutes les instances du parti. Néanmoins, j'ai écrit noir sur blanc que je demeure MPL Kishinkasa, militant du mouvement patriotique nigérien. Certes, j'ai été élu sous la bannière du mouvement patriotique nigérien. Je reconnais cela. Mais dites-vous aussi qu'aux législatives, souvent, vous avez même des gens qui votent pour vous qui ne sont pas du mouvement patriotique nigérien. Et aujourd'hui, moi, je pense que je défends les idéaux du parti. Et c'est ça l'engagement que j'ai pris auprès des populations, d'être le plus correct possible, d'être le plus
représentatif possible pour que demain, à la fin de mon mandat, on puisse faire un bilan du parcours que j'ai eu à faire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça serait trop facile de remettre la députation comme ça. J'ai vu beaucoup de gens en parler, mais ils ne sont pas sincères. Ils savent qu'un élu du peuple, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous ne vous appartenez plus. Et pour éviter justement d'être l'otage des partis politiques, c'est pour ça que ça a été mentionné dans la Constitution que tout mandat impératif est nul. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au poste de député. Voilà, vous accusez aussi de faire du populisme sur les réseaux sociaux, car quel est votre point de vue? Bon, ça, je vais faire une réponse brève. J'ai entendu même tout à l'heure dans le discours du président de l'Assemblée parler du populisme. Vous savez, la vraie définition du populisme, c'est ceux qui portent la voix du peuple. Et je pense qu'il vaut mieux être populiste qu'être un voleur de la République. Je pense que dans le code pénal, il n'y a rien de prévu pour un populiste, mais il y a beaucoup qui est écrit par rapport au vol, au détournement de deniers publics. Donc je pense que ça ne me gêne pas. Populiste, j'assume. Je suis très réseaux sociaux. J'ai vu des gens de mon parti. C'est ceux qui me choquent le plus. Ceux donc pour qui j'étais même une idole, dont je suis même une idole, essayent d'écrire que ma décision, c'est pas je voudrais aller à la mangeoire. Ça me fait tellement rire. Mais qui était à la mangeoire à l'époque? Quand eux, ils étaient à la mangeoire, là, moi, j'étais où? Vous êtes des journalistes, vous connaissez la ligne de tout le monde. Qui s'est aligné derrière qui? Quand eux, ils étaient à la mangeoire, là, quand ils nous avaient demandé de voter la loi de finances 2018, est-ce que je l'ai voté? Eux, ils étaient où en ce moment? Ils étaient à la mangeoire, non? Ok. Deuxièmement, posez-vous une question. Le jour où notre parti devrait quitter la majorité, vous vous rappelez, qui a lu la déclaration? C'est pas Abder? Il n'était pas vice-président. Il n'était même pas, c'était la première fois qu'on m'installait sur la table de séance. Et vous savez pourquoi j'ai lu la déclaration? Pourquoi on m'a fait lire la déclaration? Parce que j'étais le visage le plus vendable, le plus crédible en ce moment-là, qui pouvait faciliter l'atterrissage de mon parti au niveau de l'opposition. C'est ces gens-là qui vont parler de mangeoire. Et puis mangeoire, quand on dit mangeoire, c'est parce qu'on a connu c'est quoi la mangeoire. Moi, je ne suis pas dans ça. Dieu merci, on se connaît. Ils peuvent envoyer des gens pour le dire, mais ils ne peuvent pas s'asseoir en face de moi et me regarder dans les yeux pour parler de mangeoire. Parce que si il existait une machine à mesurer l'intégrité, le sérieux, le patriotisme, je pense qu'on serait qui est qui.